La plupart des ex-colonies africaines ont commémoré dans la sobriété ces derniers jours les 60 ans d'indépendance au Niger. L'opposition politique a saisi l'occasion pour adresser un message à la nation. Elle n'y a pas manqué de pointer la dernière place du Niger selon l'indice de développement humain du PNUD, de dénoncer un système de prédation fondé sur la corruption et l'impunité, ainsi que le non-respect de multiples engagements pour la décrispation de la situation sociopolitique et sécuritaire. Pourtant, le président Issoufou Mahamadou, président en exercice de la CEDEAO, s'apprête à passer le pouvoir lors d'élections présidentielles et a promis qu'il jouera sa partition pour un Niger plus fort. Pourtant, nombre de partis politiques de l'opposition, comme de la mouvance, ont des difficultés à fonctionner comme il se doit. Le dernier en date, le MNSD Nassara, ancien parti présidentiel, membre de la coalition au pouvoir, n'a pu tenir le congrès d'investiture de son candidat à la présidentielle. Le congrès est suspendu par décision de justice suite à un recours introduit par un ministre qui estime que sa candidature n'a pas été traitée comme il se doit. Avant cela, c'était le MODENF Lumana qui avait vu ces deux congrès dissidents annulés. Voudrait-on empêcher les partis qui veulent compétir d'avoir des candidats face au candidat du pouvoir, le ministre Bazoum Mohamed, qui porte les couleurs du PNDS Taraya, quelle porte de sortie pour le président Issoufou Mahamadou? Le Niger est fortement déconseillé ces derniers jours par la France suite à la récente attaque qui a fait de nombreux morts côté français. Quelle lecture en faire? Les conditions pour une alternance pacifique sont-elles aujourd'hui réunies? Niger, à 4 mois de la présidentielle, quelle garantie d'un scrutin paisible face aux remous politiques et terroristes? C'est le thème de l'émission du jour. À chacun et à tous, bonjour et bienvenue. À nos côtés, aujourd'hui, Lamine Cissé, bonjour. Bonjour, Johannes. Vous êtes écrivain et expert en communication politique. Face à vous, Delay Lokossou, bonjour. Bonjour, mon cher ami. Grand militant des droits de l'homme, vous êtes panafricaniste, également ancien secrétaire général de la CSA Bénin. Messieurs, c'est un plaisir de vous avoir. 60 ans après son indépendance, le Niger, c'est 14 ans de régime de parti unique, 15 ans de régime d'exception, 3 coups d'État, 7 républiques, 9 chefs d'État, dont 6 présidents élus. Est-ce qu'on peut être fier du chemin parcouru depuis 60 ans? Non, est-ce que quelque part en Afrique, on peut être fier des 60 ans d'indépendance? Pour moi, c'est la case départ. Les colons sont partis, mais il y a les néocolons qui gouvernent comme les colons. Donc, personne ne peut être fier de ce qui se passe. Mais ce qui me fait mal, quand on prend le cas du Niger, et le président actuel, Issoufou Mahamadou, c'est un ancien de la FIANF. Il a milité au sein de la FIANF avec un cousin à moi qui a toujours parlé mal de lui. Je ne sais pas... la FIANF, quand même, c'est un syndicat qui a formé un vivier de cadres. Mais quand ils viennent, ils sont totalement déconnectés du peuple et ils versent dans la corruption. Quand ils dénoncent chaque fois la corruption, qui corrompt qui? Et les corrompus là, qu'est-ce qu'ils en font? Ils sont mal placés, eux tous, pour parler de corrompus, de détournement. Donc, moi, je pense que lorsqu'on suscite des gens à marcher pour un chômeur pour soutenir un candidat, pour inviter un candidat à renouveler son poste, il a trouvé l'argent où? Alors, donc, moi, je pense que le problème de la corruption, c'est comme un verset biblique. Rouchman, monsieur qui a écrit les versets sataniques. Oui. Voilà. Donc, moi, je ne crois pas en tout ce qu'ils disent. Alors, vous prenez le Mali, vous voyez ce qui se passe. Vous prenez la Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe.
La Guinée, n'en parlons plus. Lui aussi, c'est un grand militant de la FIANF. Il a fait 40 ans d'opposition, mais aujourd'hui, il est pire que Sékou Touré. Donc, ne nous faisons pas d'illusions. L'Afrique a des problèmes et les 60 années qui vont venir, n'augurent pas d'une bonne situation. Voilà, la conférence nationale, c'était le 29 juillet 91. Elle a instauré la démocratie pluraliste au Niger. Elle a permis, vaille que vaille, des avancées. Votre bilan de la gestion du Niger après les indépendances? Je crois qu'on est en train de traiter un cas spécifique. Parce que c'est ce que je dis, nous sommes dans les démocraties africaines. Nous ne sommes pas dans la démocratie africaine. C'est là justement toute l'analyse se pose. Parce que quand vous vous déplacez d'un pays à un autre, les contextes sociopolitiques et historiques sont différents. Ce qui veut dire que c'est une analyse différente. Mais globalement, moi je dis souvent c'est la fête de la dépendance nationale. On devait les intituler fête de la dépendance nationale au lieu de fête de l'indépendance nationale. On n'est donc pas indépendant. Non, mais indépendant en quoi? D'autant plus que 60 ans déjà, nos ressources, notre argent, notre administration est dans la langue des autres. Toutes nos ressources sont dans la main des autres. Nos populations sont encore pauvres. La démocratie n'est pas la démocratie du peuple, c'est une démocratie des élites qui en font ce qu'ils veulent. Mais quelle indépendance en réalité? Alors donc, je crois que en regardant de près le cas du bilan, vous avez dit dans votre présentation, le Niger qui est un cas d'école, plusieurs coups d'État, n'est-ce pas, 5e République. Nous avons vu à partir de Tanja où il a voulu changer la constitution et un coup d'État est fait, c'est en ce moment-là les Youssoufou sont venus. Amadou et Youssoufou sont venus. Amadou, c'est depuis Séné Kounché. Alors donc, le problème du Niger, quand on parle de démocratie, il n'y a pas de démocratie, c'est la dictature que moi j'ai constaté au Niger. La dictature, parce que moi le mot un peu fort. Oui, non, c'est un constat. C'est un chef qui dicte sa manière de faire les choses, c'est ça, effectivement. Alors que la démocratie est censée être une liberté d'expression pour les populations et pour toutes les entités, pour qu'on laisse le peuple décider. Mais est-ce qu'on a laissé le peuple décider au Niger? Non. C'est des coups d'État constitutionnels et institutionnels qui sont faits. Je prends le cas le plus simple. Depuis que Ama Youssoufou est au pouvoir, mais quelle stabilité depuis 2014? Quelle stabilité il y en a? On prend l'opposition, on les enferme. On prend la société civile, on les enferme. Quand les journalistes même écrivent, on les enferme. Quelle stabilité? Alors aujourd'hui, vous avez dit, c'est le président de la commission de la CEDEAO, il est prêt à passer la main. Mais dans quel contexte sociopolitique, quand on fait le diagnostic réellement, le Niger est dans quelle situation aujourd'hui? C'est là tout le problème, où tout le problème se pose. C'est ce qui mérite une analyse approfondie. Parce que nous, on ne diagnostique qu'à partir de l'existant. Mais quelles sont les causes? On les connaît. Mais quel est l'existant? Par rapport aux autres pays, le Niger est dans une situation beaucoup plus catastrophique que le Mali même. Alors, dans le Gossou, on a quand même beaucoup de réalisations avancées par le régime du président Issoufou Mahamadou. Déjà 9 ans sur les 10. On parle d'infrastructure, on parle d'amélioration du panier de la ménagère. Le régime a avancé beaucoup d'acquis. Il y a la paix, même si le problème sécuritaire est partagé par les autres pays de la région. Il y a quand même un bilan à défendre, tout au moins. Bon, mais je crois que il ne faut pas faire des mirages. Il ne faut pas tromper le peuple avec des saupoudrages. Mais les gens ont un programme. S'ils venaient et ils ne réalisaient rien, mais il sera jugé. Mais est-ce que ça leur dit quelque chose? Puisque quelque part on a dit qu'on n'a pas besoin forcément de réaliser, on n'a pas besoin d'un bilan. Il suffit de prendre les grands électeurs, bon, et puis
ça y est, tout est cuit. Tout est cuit. Alors, lorsqu'on me parle de réalisation, de ceci ou cela, mais c'est bien beau. Ben, vous êtes ici muré dans votre studio, vous sortez rarement, mais nous, on a quand même eu la chance de sortir, de rencontrer des syndicalistes nigériens qui ne sont pas aussi mieux lotis que ceux d'ici. Bon, même si les gens changent de paradigme, puisque j'en entends parler, l'Afrique n'a pas inventé le syndicalisme. Le syndicalisme est venu des États-Unis, dans les usines de coton, où les gens se sont battus pour avoir la liberté. Alors donc, lorsqu'on me dit... Et puis, ce qui est malheureux, quand quelqu'un vient, il réalise un kilomètre de route, on dit que c'est tel qui a donné. C'est telle personne qui a donné. Est-ce que... Moi, je suis allé en France, je n'ai jamais vu. On fait toujours des travaux, mais on n'a jamais dit que c'est Macron, c'est Mitterrand, c'est ceci. Mais le peuple même ignore que ce qu'on réalise, l'argent ne sort pas de la poche d'un président de la République, fût-il élu démocratiquement, ou fût-il même mal élu. Donc moi, ça me fait honte que des cadres se livrent à ce jeu en disant on a donné de l'eau, que c'est telle personne qui a donné. C'est son argent. Alors donc moi je pense que les réalisations, avant lui, il y a eu des choses. Et c'est pas, le Niger n'est pas sorti, il n'est pas venu voir le Niger nu. D'abord, c'est un monsieur dont le nom m'échappe, qui devait être dans les campagnes électorales, il était très lié à Sékou Touré. C'est lui qui devrait être chaud là. Mais le colon a fait le jeu pour imposer Diori. Diori qui a été assassiné dans une série de coups d'État. Et Mahamat Youssoufou qui est là, malgré la démocratie qu'il défend, il a failli être emporté aussi par un coup d'État. Il a mis plein de gens en prison. Alors donc, et ça me fait pitié parce que ça me fait parfois pleurer. Ils viennent s'enrichir au détriment du peuple. Et puis bon, quand on fait un goudron, 1 kilomètre de goudron, 10 kilomètres de goudron, on attribue ça à un nom. Non. Mais ici, le stade Mathieu Kérékou, c'était l'un des meilleurs en Afrique. Maga, il a construit un palais. Ce n'était pas des paillotes. Même si on a investi aujourd'hui pour remettre un peu de look. Mais quand le président Talon est venu, ce n'est pas dans sa maison qu'il travaillait. Il a trouvé un palais. Donc moi je pense que la démocratie, c'est un jeu de mots. Les gens ne vont pas encore dans le fond. Comme il a dit, c'est la fête d'indépendance qu'on a célébré et non l'indépendance. Parce que moi, je n'ai pas, jusqu'ici, je n'ai pas encore vu un copec sur les jours-là de ma retraite. Au contraire, c'est des licenciements massifs. Et au Niger aussi, on en fait. Le Niger a eu la chance de trouver du pétrole, a négocié des choses avec les Chinois à l'instar des Tchadiens. Mais est-ce que ça profite au peuple? Comment est-ce qu'on peut être là, en ayant un programme de lutte contre les détournements et la corruption, et c'est toujours leurs propres, ceux qui sont proches d'eux, qui détournent. Vous vous souvenez? Il y a eu une blogueuse qui a été jetée en prison la dernière fois parce que le fils du président s'est estimé diffamé et on a enfermé cette dame-là pendant 1 mois pour rien. Et la justice, au moins, cette fois-ci, l'a libérée. Si la justice aussi est mise sous scellé, c'est ce qu'on dit, que les gens disent. Donc,
Je regrette qu'après 60 ans, on soit toujours dans les balbutiements. Alors, système de prédation fondé sur la corruption et l'impunité, véritable système de captation de richesses nationales, l'opposition y va extrêmement dur face à son tableau du régime du président Issoufou. On ne va quand même pas tout peindre en noir, Lamine Tissé. Oui, c'est-à-dire qu'un pouvoir a toujours fait, il fait toujours quelque chose quand il vient. Mais le fondement de la gouvernance, d'abord, c'est la transparence. La gouvernance, c'est la lutte contre cette corruption. Tant qu'il y a cette corruption et qu'il y a la non-transparence, quelles que soient les réalisations qu'on aurait faites, si ça n'a pas un impact sur les populations, c'est ça. L'indicateur, c'est les populations. Et les populations nigériennes ne sont pas à l'aise, ils sont pas... C'est partout ailleurs comme ça. C'est des gens qui souffrent énormément parce qu'ils souffrent de la mauvaise gouvernance. Vous allez au Sénégal, c'est pareil. Vous allez dans d'autres pays, c'est pareil. Donc, les tableaux sont les mêmes. Maintenant, je crois que si l'opposition tire à boulet rouge, c'est que d'abord, l'opposition n'est pas associée à la gouvernance. Alors que dans la gouvernance, l'opposition n'est pas un ennemi. L'opposition doit contribuer au développement. Mais si vous mettez l'opposition dans une position d'ennemi, des gens à abattre, à bâillonner, pour qu'ils ne participent pas, parce que c'est des ennemis, parce que tout simplement, ce que vous êtes en train de faire, vous ne voulez voir que l'opposition voit. Et vous avez peur de l'alternance, et cette alternance-là, il faut protéger, parce que quand quelqu'un d'autre vient qui n'est pas de mon camp, qui n'est pas sale autant que moi, ils vont me mettre en prison, ils vont mettre mon clan en prison. C'est-à-dire que c'est un système de gouvernance prédateur. C'est pourquoi ça pose énormément un problème. Dans un pays, ici, là, par exemple, Mathieu Kérékou, il n'est pas parti tranquillement. Quand il a fait ses 10 ans, Yaïboni est parti, qu'est-ce qui est en train de le suivre pour lui dire tu as amené l'argent ou le pays ailleurs? Est-ce qu'il y a un problème? Dans la gouvernance, il faut une gouvernance concertée. Dans la dictature, un dictateur a peur. Même si un coq chante, il dit allez voir comment le coq la chante. Peut-être qu'il est en train de dire mon nom. C'est ça qui se passe au Niger. C'est ce qui se passe au Niger. Sinon, les compétences pour une bonne gouvernance au Niger, ça ne manque pas. Mais le principal chef de l'opposition, est-ce qu'il est en train de respirer depuis que Ama Youssoufou est venu au pouvoir? Je parle de Ama Amadou. Est-ce qu'il est en train de respirer? Toutes ces compétences-là, il est en train d'errer partout ailleurs, au lieu d'amener ça au profit de son pays, au profit de la sous-région, mais on est en train de le victimiser, de le bâillonner, parce que tout simplement, ils veulent atteindre leur objectif est qu'il faut qu'il y ait continuellement les mêmes clans restent au pouvoir. Et ça ne peut pas se faire parce que le peuple nigérien est un peuple dur de combattants, et qui est épris de paix et de justice. Ce que nous demandons est que, excusez-moi, que ce soit au Niger et dans les autres pays, que le système de démocratisation permet au peuple de choisir librement d'une façon indépendante. Sinon, on est en train d'aller vers l'exemple du Mali et l'exemple de tant d'autres pays. Parce que le peuple ne va pas continuer à être opprimé tout le temps, c'est pas possible. Alors, il y a aujourd'hui parfois des interdictions systématiques de manifestations et des répressions sanglantes qui auraient émaillé la gouvernance actuelle selon l'opposition. Plusieurs responsables syndicaux aussi connu la prison, ça il faut l'avouer. Sous le président Issoufou, il en est de même pour des journalistes, des collègues qui ont eu maille à partir avec la justice. On a parfois l'impression que les régimes portés par des démocrates bontés, vous avez parlé du passé militant du président Issoufou, vous avez parlé aussi du passé militant du président Condé. Aujourd'hui, ces présidents-là arrivent au pouvoir, mais on a l'impression qu'ils s'endurcissent. Est-ce le contact avec la réelle politique qui change ces hommes épris de paix et de liberté en des présidents qu'on peut parfois percevoir ou accuser d'être des autocrates? Bon, moi je crois que nous sommes dans un système partout de perversion. Et puis, tout ce qu'ils ont appris là-bas, en France, il y a aussi des détournements. Il y a des présidents qui sont accusés. L'affaire Watergate,
Mais l'Occident n'est pas aussi propre que ça. Donc, les gens comportent le mal qu'ils ont vu là-bas sous une autre forme. Alors, si il y a effectivement la vraie démocratie, la transparence, quelqu'un ne peut pas vouloir partir chercher que quelqu'un vienne couvrir son arrière. Mais c'est ce qui se passe dans tous les pays. Comment vous concevez qu'au Gabon, c'est le même clan qui dirige et même perclus dans un fauteuil, avec une main paralysée, on essaie de camoufler et on fait chaud là. Donc, le cas du Niger ne me surprend guère. Autrement dit, on ne peut pas empêcher les partis de l'opposition de se manifester, de dire ce qu'ils pensent. Moi, je vais toujours, je suis au fait de l'actualité. Le président de Honduras, il a été élu en 2009. Mais son salaire, c'est 9 000 €. Mais il n'a pas de boy à la maison. Mais il a déjà plus de 80 ans, 90. Sa femme aussi. Et il prend le thé chez lui tous les matins, il est dans sa cabane. C'est une exception. Non, une exception, mais c'est un exemple. C'est très rare. Et des 9 000 €, il ne prend que 1 000 € et il laisse les 8 000 € et aux plus pauvres. À l'État. Non, dans les caisses de l'État. Mais en Afrique, on fait du salaire des dirigeants, à quelques exceptions près, des tabous. On ne dit pas ça. Bon, donc, moi je crois que, je l'ai dit la dernière fois, nous avons du pain sur la planche et puis ils sont en train de placer des grenades dégoupillées. Parce que chez nous, les crimes économiques sont imprescriptibles. Donc personne ne pourra y échapper. Alors, donc, les gens ont intérêt. Vous-même, vous ne faites pas la démocratie chez vous. Mais vous voulez aller imposer à un peuple la démocratie. Mais quelle est cette tendance à vouloir changer les constitutions? Quelqu'un a fait, on a dit 2 mandats, on a dit non, mais les hommes indispensables, ils se trouvent tous au cimetière. Quand mon ami Alpha Condé dit que c'est Dieu qui doit lui arracher le pouvoir, mais il n'a qu'à faire descendre Dieu et ses anges pour venir voter pour lui. C'est le peuple qui vote. La souveraineté appartient au peuple. On n'a fait que déléguer une partie de la souveraineté du peuple à quelqu'un pour nous conduire. Et il doit conduire dans les règles de l'art et non chercher des subterfuges, manœuvrer. Mais tout ce qui se passe en Afrique, moi, j'en pleure. Ça fait pitié. Les journalistes ne sont pas libres. On a réduit le champ d'action des syndicalistes, alors que la plupart des changements ici et ailleurs, c'est grâce aux syndicalistes. Tout à fait. Bon, mais les syndicalistes eux-mêmes, ils s'adaptent. On dit qu'il faut s'adapter. Bon, mais moi, je ne peux pas faire une adaptation. Si je suis à la bout du travail, ça ne se passera pas comme ça. Voilà. Heureusement pour eux. On vous a compris. On vous a vu à l'œuvre. C'était effectivement chaud. Allez-y. Non, c'est-à-dire, c'est en fait, moi, le Niger, vous savez, le Niger est entouré par 7 pays. Mais regardez ces pays-là, quels sont les pays qui n'ont pas de problème. Vous prenez par exemple l'Algérie. Prenez l'Algérie, vous prenez le Burkina Faso, la Libye, le Nigeria. C'est tous des pays à problème. Tout à fait. Donc, le Niger est un pays qui est très fragile. Qui est très fragile. Quand je me réfère aux déclarations des partis politiques, des revendications, c'est toujours ça, là, la CENI. Il faut balayer tout ce qui est là. Tout à fait. Il n'y a pas Une CENI consensuelle, oui. Démission des membres de la Cour constitutionnelle. Évidemment. Vous voyez toutes ces revendications-là. Alors, donc, quand on adosse toutes ces revendications-là à ce que Youssoufou est en train de faire de l'opposition, c'est que c'est une bombe qui peut exploser à tout moment. Parce que, moins que ça, le Mali est en train d'exploser.
Il est parti là-bas en tant que président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Chez lui-même, il n'a pas pu régler les problèmes. Il a refusé de régler. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas pu. Il a refusé. À l'état actuel, en tant que citoyen de la communauté CEDEAO, je demande à Youssou de convoquer un dialogue politique national et d'assainir tous les points de divergence. Ils sont tous rétifs à ça. Pour que... Mais c'est ça le salut, sinon il va embraser le pays et ce serait sa seule responsabilité d'avoir embrasé le pays. Regarde, la commission électorale qui prend l'engagement que oui, à cause de Covid là, la diaspora ne va pas voter. Et vous savez combien compte la diaspora nigérienne? Parce que le Niger n'a pas de port. Il n'a pas de port. Tout est commercial. Les Nigériens de l'extérieur sont d'une qualité, d'une compétence, d'un travail. C'est-à-dire que c'est eux qu'on appelle des régulateurs de tension sociale par la prise en charge des familles restées au pays. C'est eux les véritables bâtisseurs qui sont en train de bâtir le Niger. Vous vous levez, vous vous dites que ces gens-là ne vont pas participer aux élections. Franchement, je déconseille à Youssouf de ne pas arriver à cela. Ce serait vraiment l'extrême, quoi. Alors, votre lecture par rapport à ce refus-là de la participation des Nigériens de l'extérieur, on sait qu'il y a une grande mobilisation au sein de la diaspora au Niger. Les gens se mobilisent effectivement pour apporter leur caution à la passation de pouvoir qui doit s'opérer au Niger, à l'alternance qui doit s'opérer. Mais on a l'impression parfois que les autorités à divers niveaux, notamment la CENI, a du mal à se faire entendre. Il y a des points de divergence à ce niveau-là. Et quelle est votre lecture sur... C'est la peur. Parce que les arguments développés ne tiennent pas la route. Ben, ces gens-là ne vivent pas dans le pays. Mais est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont atteints de coronavirus là-bas? Mais si les gens votent, ben, c'est quand même des pays bien organisés. J'ai parlé tout à l'heure d'un leader. Il s'agit bien de Djibo Bakary, je rattrape, qui avait les mêmes convictions presque que Sékou Touré et qui était sur le point de gagner. Il a même gagné les élections et par des artifices, la France l'a écarté comme ils l'ont fait au Cameroun, ainsi de suite. Alors donc, dire aux gens qui sont motivés, qui veulent une alternance dans leur pays, dire qu'ils vont les priver de leur vote, mais c'est là anticonstitutionnel. Hein? Vous voyez ce qui se passe à Abidjan. Aujourd'hui, j'ai vu on a cassé des choses, brisé le siège des deux principaux partis. Mais alors, où allons-nous? Qu'est-ce que nous voulons? Ben, voilà des gens qui, grisés par le pouvoir, ils veulent imposer la démocratie dans des pays antidémocratiques. Ils savent que le IBK est un dictateur et on l'a accusé de beaucoup de choses. Ben, on veut l'imposer pour dire qu'il est élu démocratiquement. Et on sait en Afrique les conditions dans lesquelles on élit démocratiquement. Quand en France, on élit quelqu'un démocratiquement, ça on dit à 18h, sur un écran géant, je l'ai déjà dit ici, vous voyez le nom affiché. Et même si c'est Marine Le Pen qui a perdu, il n'y a pas de protestation. Mais ici, c'est à 5h du matin, à coup de Posotomé ou de FIFA, qu'on annonce des résultats. Est-ce que nous n'avons pas aussi la culture de la contestation permanente en Afrique? On a parfois l'impression que certains opposants contestent les résultats juste pour le fait de les contester. Non. Non. Il ne faut pas dire ça, il faut aller au fond. Pourquoi on n'associe pas les opposants au processus électoral du début jusqu'à la fin? C'est un point très important pour vous. C'est important. Tout à fait. Alors, quelqu'un est dans une structure électorale, on trouve des machins pour le dégager. On a vu ici, en plein à la Sénat, où l'enfant de Ngbeyi, qui est un grand soutien, a été écarté de ses fonctions. On a trouvé des alibis. On trouve toujours quelque chose qu'on colle. Quand vous prenez le cas du Niger, Ama Amadou, on l'a accusé d'avoir trafiqué un enfant du Niger. Bon, et on l'a condamné pour ça.
il a été obligé de s'exiler volontairement en France. Donc, on a dit, il a des problèmes avec la justice. Il est revenu, il lui restait 1 an, il a fini de passer le dernier temps. Et pour quelle raison on veut l'écarter? Et si il a la confiance des membres, des militants de son parti, il n'appartient pas au président nigérien ou à un autre de désigner celui qui doit être candidat contre lui. Ça, c'est déjà un début de fraude. C'est déjà un début de violation de la Constitution, un peu partout. Et c'est ce qui se passe en Afrique. Donc, ce n'est pas du tout gai. Voilà, et c'est un point important que le SG Lokossou venait de soulever. Il y a aujourd'hui des difficultés pour certains partis à investir leurs candidats. Je rappelais le cas du parti pro-gouvernement, l'ancien parti présidentiel, qui donc devait être en congrès le week-end écoulé, mais qui n'a pas pu faire le congrès puisque le congrès annulé par décision de justice. Et ce n'est pas la première fois que la justice se mêle des affaires de partis qui pourtant sont régis par des tests. Les partis politiques doivent-ils répondre à la justice? C'est la justice ou c'est le ministre de l'Intérieur? Vous savez, la justice aux ordres. La justice aux ordres. Non, il y a encore, on va dire, quelques compartiments de personnalités qui essayent de dire le droit au Niger. Non, oui, ça je reconnais cela. Hein, parce que ils disent le droit. Mais vous savez, le ministère de la Justice, le procureur, etc., c'est eux qui... Une partie, c'est toujours comme ça. Il y a des gens qui veulent dire le droit, mais ils n'ont pas accès là où on dit le droit. Alors, je crois qu'ils verrouillent tout pour dire leur droit à eux. Mais Ama Amadou est victime. Parce que Ama Amadou, c'est lui qui a été le faiseur de roi en 2014. Tout à fait. C'est lui qui a fait Issoufou. C'était les faiseurs de roi sont toujours pour. Mais quand tu montes, maintenant, il faut le détruire. Parce que j'ai appris à Amadou par une de ses interviews qui disent qu'il voulait attenter à sa vie. C'est pour qu'elle a fui. Maintenant, quand elle est en France, c'est pour qu'on fait une demande d'extradition. Pour que le dossier soit mis à la une du monde. Mais ils ne l'ont pas fait. Alors, le problème qui se pose est que... Finalement, il a accepté librement de rentrer, finir, purger sa peine. Oui, exactement. Mais maintenant, empêcher Amadou à être candidat, c'est amener une tension au Niger. L'empêcher vraiment, c'est l'extrême, quoi. Toi, tu as fini, il faut partir. Mais laissez le peuple faire son choix. L'empêcher aujourd'hui, au stade actuel où nous sommes... Il y a Salou Djibo aussi qui est candidat. Tout à fait, le général Djibo Salou, qui a démissionné, puisque les tests ne permettent pas aux militaires de candidater pour la présidentielle. Il a démissionné aujourd'hui, les candidats. Beaucoup estiment qu'il serait le plan B, sinon le plan A' du président Issoufou Mahamadou. Ils ont tous les machins dans leur poche. Mais dans ce schéma-là... C'est-à-dire qu'en fait, moi, mon problème est que il a fait un travail héroïque. Parce qu'après le truc, comment dirais-je, après le coup d'État, c'est lui qui a permis de gérer la transition et de sécuriser la constitution actuelle. Tout à fait. Parce que la constitution actuelle, Youssou ne peut pas toucher. Il ne peut que arrêter à ce deuxième mandat-là. Mais qu'il permette, n'est-ce pas, à ceux qui sont beaucoup plus populaires que lui. Parce qu'Ama Amadou, si ils ont peur de lui, ils ont extrêmement peur de ce monsieur-là parce qu'il est d'une popularité extraordinaire. Et on l'écarte, on veut le diaboliser. C'est ça qui est mon problème. Et Salou Djibo, je crois que c'est pourquoi quand je vois la plateforme de l'opposition au Niger qui sont en train de s'organiser pour, n'est-ce pas, avoir une plateforme revendicative et aller ensemble, mais je crois qu'il faut saluer cela. Et le président Youssoufou doit être réceptif à cela dans le contexte actuel du Niger et dans le contexte de l'insécurité qui est dans la sous-région aujourd'hui. Parce que j'ai toujours dit sur ce plateau-là, un pays est fragile que quand à l'intérieur, il n'y a pas une cohésion au sein des différents partenaires qui doivent conduire le pays. Il y a une fragilisation à l'intérieur du pays. Forcément, l'extérieur va rentrer et détruire tous les fondamentaux qui restent. Je crois que cela nous interpelle tous, nous, en tant que citoyens de la communauté CEDEAO, parce que nous voulons aller vers les objectifs de la CEDEAO. Mais ce sont nos dirigeants comme ça, là,
qui gèrent le pays comme ça, la manière dictatoriale, et qui pensent que eux, ils ont élu pour une minorité, un clan, et les autres n'existent pas. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Donc c'est pourquoi j'invite. Moi j'invite, parce que la clé de la situation est dans la main du président Youssoufou. Hein. C'est pas question de justice ou cela, parce que la justice est dans sa main. Il a manipulé la justice, enfermé les gens, enfermé l'opposition, enfermé la société civile, enfermé... Regarde notre frère qui était là, votre confrère là. Le journaliste Baba Alpha. Baba Alpha. J'ai fait un clin d'œil à lui. Mais sous quel régime on peut voir ça, quoi? Un Nigérien, vous lui collez une autre nationalité et vous l'expatriez dans une construction de l'Afrique, de la CEDEAO des peuples, dans une construction panafricaine des populations. Mais non, ces gens-là, ils ne croient même pas à ce qu'ils disent. C'est effectivement pas tant le problème du journaliste Baba Alpha qui est donc aujourd'hui empêché de revenir au Niger par décision de justice, déporté au Mali où il réside actuellement parce que on lui aurait on aurait dit qu'il a fait du faux dans des papiers de naissance ou des affaires. On ne va pas revenir là-dessus. C'est la mode dans l'espace CEDEAO. Donc, par rapport à la situation au sein des partis, le MNSD Nassara, ce n'est pas n'importe quel parti. Ils ont dirigé le pays avec le président Tandiar comme leader. Aujourd'hui, le parti avec comme leader Sénou Marou voudrait investir un candidat. Cela n'est pas possible. Le moderne Faloumana de Hama Amadou a eu 2 congrès différents. Tous les 2 congrès l'ont investi comme candidat, mais les 2 congrès ont été invalidés par le ministère de l'Intérieur qui demande que d'autres congrès soient tenus. Et on a parfois l'impression que les leaders s'imposent, mais on s'oppose, tout du moins. Bon, ils passent par des artifices judiciaires pour prendre des décisions, mais il ne faut pas mettre tous les juges dans le même sac. Tout à fait. Il y a des bons citoyens qui continuent de dire le droit. Il y a des journalistes. Mais quand je prends votre confrère, il a été débouté, je parle de Vincent Folly. Il avait été débouté en première instance, mais le juge d'appel lui a donné raison. Tout à fait. Avec des astreintes combinatoires, mais jusqu'ici, et on ne lui dit rien. Mais, donc, moi je crois que les gens pensent qu'ils sont éternels. C'est le peuple qui est éternel. Les hommes passent, mais le peuple demeure. C'est pour cela que moi j'ai toujours dit que les tests qui gouvernent la République, le peuple est au-dessus de tout ça. Alors quand vous prenez, ça c'est dramatique. On met quelqu'un, un maladif, peut-être qu'on a prévu que, bon, lui, c'est pour une courte durée. Je vais parler du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il est venu 2 semaines après, il meurt. Et celui qui l'a désigné, il n'a pas été élu par un congrès. Il a eu des contestations qu'on a étouffées rapidement. Mais il dit que c'est lui. Que, bon, on fait comme on fait ailleurs, partout ailleurs, on appelle des gens, des rois qui mettent des chapeaux à ces géants-là. Pour venir pour dire, il faut être candidat, il faut être candidat. Mais si ce qui est arrivé à Gon, je ne lui souhaite pas ça. Si ça arrivait, ça veut dire qu'il n'y aura plus de candidats pour ce parti. Donc, laissons de côté du folklore. On vous a dit, Kérékou a dit, vous avez la chance, on a dit que vous allez faire 2 mandats. Vous avez fait le 2e mandat, et puis vous demandez un 3e. Pour en faire quoi? Et lui, il avait UFB à l'Assemblée. Et il dit qu'ils ne défendent pas les intérêts du peuple, ils défendent leurs propres intérêts. Que lui sait que quand il va leur demander de faire ceci, ils ne vont pas aller dans ce sens. Et ne soyez pas surpris, nous allons vers la fin. Vous allez voir ce qui va se passer. Donc, il ne s'agit pas de pourchasser, de harceler des gens qui ont la volonté de faire. Alors, moi, la parole donnée en Afrique, ça devient pour moi quelque chose qui n'est plus sacré. Quand un homme d'État dit ça, c'est ça que je dois faire, il doit pouvoir s'accrocher à ça et le respecter dans son esprit et dans sa lettre. Voilà. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous voyons. Le président nigérien, il sait pertinemment
qui ne peut plus faire 3 mandats. Et lui-même, il avait recommandé à ses pairs. Mais pourquoi maintenant il demande aux Maliens de laisser Ibeka? Comment il va régler le cas de celui qui a remplacé le cas guinéen? Oui. Bon, et comment il va traiter le cas ivoirien? Bon, il y a déjà un cas à côté de nous, 4e fois, 5e fois, 6e fois, mais on va où? Il y a du pain sur la planche. Est-ce qu'en Europe, l'Europe, c'est eux qui ont conçu la démocratie. Les pères de la démocratie se trouvent de l'autre côté. Nous, on n'est que des imitateurs lents dans un monde en vitesse. Ben, alors, est-ce que, si ce n'est pas une monarchie, quelqu'un a fait 40 ans au pouvoir, mais tu n'es pas fatigué, tu n'as pas pitié de toi-même? Donc, nous sommes dans un système de tricherie permanent. Voilà. Rapidement, par rapport au volet sécuritaire, aujourd'hui, la France déconseille à ses ressortissants de pratiquer le Niger de quelque région que ce soit. Il n'y a que la capitale Niamey, mais elle aussi, la capitale, donc, est en alerte orange. Oui, c'est tout à fait normal. Je comprends, tout à fait normal, puisque c'est la France même qui est venue foutre le bordel dans le Sahel. Et cette France-là, malheureusement, les Français qui sont innocents, ce sont ces Français-là qui sont victimes aujourd'hui. Les gouvernants, là, je préfère que les gouvernants français soient victimes que le peuple français qui n'a rien fait du tout. Parce qu'en fait, c'est la gouvernance géopolitique, géostratégique auquel nous sommes confrontés. Aujourd'hui, quand vous parlez de Niger, vous parlez de l'uranium dont la France a fortement besoin pour tout ce que vous savez. Alors donc, c'est vrai, il y a un problème de sécurité. Et ça m'inquiète. Mais ce qui m'inquiète plus, c'est le problème de sécurité interne. Parce que la sécurité se gère sur 2 volets. C'est le facteur interne et le facteur externe. C'est l'endogène et l'extérieur. Alors, il faut que nous situions notre propre responsabilité en tant que citoyens, en tant qu'Ouest africain, en tant qu'Africains. Quelle est notre part de responsabilité dans l'insécurité de notre pays? C'est pourquoi j'ai dit, les conflits politiques, n'est-ce pas, la haine, la lutte contre l'autre est un problème facteur de faiblesse et d'insécurité dans notre pays. Tant qu'il n'y a pas de la stabilité, tant qu'on n'amène pas les fils du pays ensemble à avoir le Niger, à se battre pour le Niger, et qu'on pense qu'on est l'homme le plus fort, on ne peut pas être l'homme le plus fort, d'autant plus que c'est un palais de paille. Parce que ce n'est pas votre combat ou bien votre mérite qui vous a donné ça. C'est le peuple qui a confiance en vous. Et ce peuple-là, vous dites, bon, je vous donne mon avion présidentiel. Je vous donne tout l'argent, j'ai confiance en toi. Fais de telle sorte que cet argent-là, que tout le monde vive bien à partir de cet argent-là. Le territoire, là, sécurise cela. Tu t'assois, tu dis que c'est toi qui es le plus beau, tu es le plus fort, c'est toi qui... Alors que c'est ce peuple-là qui te paye. C'est le travail de ces populations-là qui paye nos chefs d'État, qui paye nos ministres, qui paye toute l'administration. Vous ne respectez pas ce peuple-là. Donc le problème de sécurité, nous avons une responsabilité interne. Parce qu'en fait, toutes ces ramifications-là qui viennent de la Libye, etc., si nous avons, n'est-ce pas, ce qui s'est passé au Niger, vous savez, avec le budget militaire, les détournements qui ont été faits, etc. Donc, je crois accusations de détournement. Les accusations de détournement. Oui. Mais ils ont reconnu, parce que l'État a reconnu. L'État a reconnu et engagé des poursuites. Voilà, ils ont diminué. On ne connaît pas encore. Voilà, votre mot de fin, rapidement. Le peuple français est victime des exactions de leurs dirigeants. Et je regrette que depuis 1960, on n'ait pas pu constituer en Afrique une armée qui puisse s'occuper correctement des problèmes de sécurité. Oui. Hein? Ça veut dire que c'est une indépendance factice. Voilà. Et on s'en accommode. Oui. Par rapport à l'armée, l'Union africaine avait promis en parler. Oh. Cela était déjà dans l'agenda. Le premier gros chantier du président africain, sud-africain Cyril Ramaphosa, président de l'Union africaine. Mais le coronavirus a différé cet agenda-là. On espère que ce sera fait dans les prochains jours, les prochaines semaines. Le temps imparti à cette émission est complètement épuisé. Il y avait encore beaucoup de choses dont on aurait pu parler. On va revenir prochainement pour revenir sur cette actualité nigérienne en attendant les 4 prochains mois qui s'épuisent pour la présidentielle de décembre. À très bientôt pour notre numéro de Angle de Vue. D'ici là, portez-vous bien.
Ça, c'est...